Alors, en 1886, Zola écrit le 14e roman des Rougon-Macquart. Et dans ce 14e roman, qu'il appelle L'œuvre, il raconte l'histoire d'un peintre génial, mais qui ne sait pas se vendre, finalement d'un peintre raté, Claude Lantier. C'est le fils de Gervaise qu'on avait vu dans L'Assommoir. Et Claude Lantier habite Paris, il est peintre, et il va essayer de créer un nouveau mouvement. Pour Zola, c'est une façon formidable de reprendre ce qu'il aimait, puisqu'il avait commencé sa carrière comme critique d'art, finalement. Il avait suivi les impressionnistes, il collectionnait Manet, Monet, Utrillo, et naturellement, l'ami de toujours, l'ami depuis Aix-en-Provence, l'ami de l'école communale, avec lequel il allait dans la Garrigue lorsqu'il avait 7 ou 8 ans, c'est Paul Cézanne. Et Paul Cézanne, c'est un peu Claude Lantier. D'ailleurs, à la publication du livre, les deux hommes ne se reverront plus jamais et se fâcheront. Alors voilà, donc Marion Lamer, qui est ma partenaire dans cette aventure folle, qui est de lire l'œuvre de Zola. Ça fait 450 pages. Et ça dure combien de temps? 1h15. Donc on ne va pas lire les 450 pages en 1h15. Mais on a tout. On a tout parce que Christophe a réussi à faire un condensé de cette œuvre, de l'œuvre de Zola. Et ce qui est formidable, c'est que ce ne sont que les mots de Zola. Oui, rien n'a été rajouté. Rien n'a été rajouté, Ouais. Ce sont ces mots. Donc ce qui en fait, non un résumé, mais un condensé. Voilà, alors on passe à un moment de lecture. Au bout d'une heure, 1h15, et ben c'est comme si vous aviez lu les 450 pages. Et j'espère que vous en aurez tiré le même plaisir que nous en avons eu à le lire. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute que le spectacle s'appelle J'excuse. Ça m'a été soufflé par Francis Huster. J'excuse, parce qu'on pense à J'accuse, bien sûr, mais j'excuse Zola. J'excuse Zola de sa méchanceté. J'excuse Zola, et Zola aussi excuse les gens qui meurent dans son roman, et excuse aussi les gens qui vont tricher dans le roman, parce qu'eux vont s'en sortir. Finalement, c'est juste cette période de changement de monde, du monde industriel, de cette grande révolution qui, elle, est mise en accusation. Alors on y va. On va commencer par juste quelques extraits. Claude et Christine. Claude Lantier, un jour, tombe sur une jeune fille qui s'appelle Christine. Et il va l'héberger. Gentiment, il n'aime pas trop les femmes. Il les méprise pas mal. Il ne se consacre qu'à son œuvre. Mais Christine, petit à petit, prend de plus en plus sa place. Non pas deux places, mais sa place dans l'atelier. Et devient son modèle. Devient son modèle. Le lendemain, elle revint et ils s'unirent pour de bon. Puis pour s'isoler, prirent le train gare Saint-Lazare. Oh, le bonheur des amants que celui de sauter dans un train du Havre. Ils descendent à Bonnières, prennent le bac, un vieux bac craquant et filant sur sa chaîne, car Bennecourt se trouve de l'autre côté de la Seine. C'était le bout du monde qu'ils cherchaient l'un et l'autre, un gazon d'une douceur de velours, un abri de feuilles où le soleil seul pénétrait en minces flèches de flammes. Tout de suite, leurs lèvres s'unirent dans un baiser avide. Et elle s'était abandonnée. Et il l'avait prise, au milieu de l'odeur fraîche des herbes foulées. Longtemps, ils restèrent à cette place, attendris maintenant, avec des paroles rares et basses, occupés de la seule caresse de leur haleine, comme en extase devant les points d'or qu'ils regardaient luire au fond de leurs yeux bruns.
plein air, mais c'était comme le titre de son tableau, peindre en plein air, faire l'amour en plein air, vivre en plein air. Il fallut rentrer à Paris et se séparer de la main quand on ne peut s'embrasser sur le trottoir devant la maison, l'hôtel de Madame Vansade. Une vie de tourment commença. En 15 jours, elle ne put venir que 3 fois, et elle accourait, essoufflée, n'ayant que quelques minutes à elle, car justement la vieille dame se montrait exigeante. Lui la questionnait, inquiet de la voir pâlie, énervée, les yeux brillants de fièvre. Jamais elle n'avait tant souffert de cette maison pieuse, de ce caveau sans air et sans jour, où elle se mourait d'ennui. Et elle n'avait pas de paroles mauvaises contre sa maîtresse. Elle s'attendrissait au contraire. Une pauvre créature si vieille, si infirme, si bonne, qu'il l'appelait sa fille. Cela lui coûtait, comme une vilaine action, chaque fois qu'elle l'abandonnait pour courir chez son amant. 2 semaines encore se passèrent. Les mensonges dont elle devait payer chaque heure de liberté lui devinrent intolérables. Maintenant, c'était frémissant de honte qu'elle rentrait dans cette maison rigide où son amour lui semblait une tâche. Enfin, un soir, dans l'atelier, au moment où elle partait une fois encore, Christine se jeta entre les bras de Claude, éperdument sanglotant de souffrance et de passion. Je ne peux pas. Garde-moi d'où, empêche-moi de retourner là-bas. Bien vrai, tu m'aimes ? Oh, cher amour, mais je n'ai rien, moi. Et tu perdrais tout. Est-ce que je ne puis tolérer que tu te dépouilles ainsi ? Son argent, n'est-ce pas ? Ce qu'elle me laisserait. Tu crois donc que je calcule ? Mais je n'y ai jamais songé, je te le jure, mais qu'elle garde tout et que je sois libre. Moi, je ne tiens à rien ni à personne. Je n'ai aucun parent. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? Je ne demande point que tu m'épouses. Je demande seulement à vivre avec toi. Ce fut une folie. Christine quitta brutalement Madame Vansade, emporta la malle dès le lendemain, tout de suite. Claude et elle avaient évoqué la vieille maison déserte de Bennecourt, les rosiers géants, les pièces immenses. Ah ! Partir, sans perdre une heure, vivre au bout de la terre, dans la douceur de leur jeune ménage. Elle, joyeuse, battait des mains, lui, saignant encore de son échec du salon, ayant le besoin de se reprendre, aspirait à ce grand repos de la bonne nature. Et il aurait là-bas le vrai plein air, il travaillerait dans l'herbe jusqu'au cou, il rapporterait des chefs-d'œuvre. En 2 jours, tout fut prêt. Le congé de l'atelier donné, les 4 meubles portés au chemin de fer. Ils s'installent à Bonnières. Une grande bâtisse, un certain Poirette est louée. Pour 250 francs, c'est donné. Ils achètent une barque, prennent les services d'une bonne, commencent cette vie rêvée d'amour et d'eau fraîche. Claude, cependant, fit quelques tentatives de travail. Pendant toute la saison chaude, il n'eut ainsi que des velléités, des bouts de tableaux ébauchés à peine, quittés au moindre prétexte sans un effort de persévérance. Jamais il ne savait la date, et il confondait tous les jours de la semaine. Le matin, il s'oubliait très tard au lit, malgré les rayons qui ensanglantaient les murs blanchis de la chambre à travers les fentes des volets. Puis, après le déjeuner, c'était des flâneries sans fin, de grandes courses sur le plateau planté de pommiers, par des chemins herbus de campagne, des promenades le long de la Seine, au milieu des prés, jusqu'à la Roche-Guyon. Des explorations plus lointaines, de véritables voyages de l'autre côté de l'eau, dans les champs de blé de Bonnières et de Jeufosse. Claude commença une étude du coteau de Jeufosse, avec la Seine au premier plan, puis dans l'île où il s'était installé. Christine le suivait, s'allongeait sur l'herbe près de lui, les lèvres entr'ouvertes, les yeux noyés au fond du bleu. Et elle était si désirable dans ces verdures, dans ce désert où seules passaient les voix murmurantes de l'eau, qu'il lâchait sa palette à chaque minute, couché près d'elle, tous les deux anéantis et bercés par la terre. Désormais, toute sa tendresse de la chair de la femme, cette tendresse dont il épuisait autrefois le désir dans ses œuvres, ne le brûlait plus que pour ce corps vivant, souple et tiède, qui était son bien. Elle se donnait tout entière, il la prenait, depuis sa nuque jusqu'à ses pieds. Il la serrait d'une étreinte à la faire sienne, à l'entrer au fond de sa propre chair.
Moment merveilleux, ils sont dans la campagne, ils sont en plein air, et au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer. Et au bout d'un moment, il va y avoir la tristesse qui va l'emporter. Il rentre à Paris, on ne vous raconte pas tout, mais quelques lignes ou quelques pages de cette tristesse de Christine. Christine alors souffrit avec Claude. Elle avait partagé ses espoirs, très brave, égayant l'atelier de son activité de ménagère. Et maintenant, elle s'asseyait, découragée, quand elle le voyait sans force. À chaque tableau refusé, elle montrait une douleur plus vive, blessée dans son amour propre de femme, ayant cet orgueil du succès qu'elles ont toutes. Commençait à la rendre malheureuse. Elle n'avait plus de lui que ses caresses d'habitude, données ainsi qu'une aumône aux femmes dont on se détache. Le petit Jacques, c'est leur fils, s'accommodait mal à Paris. Il venait d'avoir 5 ans. Sa tête était démesurément grossie. Un soir, Claude et Christine retrouvent la promenade de jadis. Et là, Claude s'exclame « Regarde, regarde !» et lui montre le tableau. Le tableau parfait. Viens-tu, mon ami? Mais Claude ne l'écoutait pas. Ce cœur de Paris l'avait pris tout entier. La belle soirée élargissait l'horizon. Les croquis s'additionnent, tandis que Christine vend ses robes au mont-de-piété, et particulièrement celles que Madame Vanzade lui avait données. Car ils n'ont plus de quoi vivre, qu'ils ont cessé de vivre de la petite rente de 1000 francs que leur procurait leur capital pour dépenser directement le capital. Ce fut à cette époque seulement que Claude eut l'idée d'épouser Christine. Tout en cédant au conseil de Sandoz qui s'étonnait d'une irrégularité inutile, il obéit surtout à un sentiment de pitié, au besoin de se montrer bon pour elle et de se faire ainsi pardonner ses torts. Depuis quelque temps, il la voyait si triste, si inquiète de l'avenir, qu'il ne savait de quelle joie l'égayer. Lui-même s'aigrissait, retombait dans ses anciennes colères, la traitait parfois en servante à qui l'on donne ses 8 jours. Sans doute, d'être sa femme légitime, elle se sentirait plus chez elle et souffrirait moins de ses brusqueries. Lui, au fond, n'allait contre le mariage que ses anciennes préventions d'artiste débridées dans la vie, puisqu'il ne devait jamais la quitter. Pourquoi ne pas lui faire ce plaisir? Et en effet, quand il lui en parla, elle eut un grand cri. Elle se jeta à son cou, surprise elle-même d'en éprouver une si grosse émotion. Pendant 1 semaine, elle en fut profondément heureuse. On est en décembre. Il gèle dehors et dans l'atelier. Claude va chercher Mahoudeau. Il est temps de partir pour la mairie. Christine a confié le petit Jacques à la concierge. La salle des mariages est vide. Le maire annonce son texte. Les 2 époux se disent oui. Et voilà. Donc on voit que le mariage passe très vite et on va aller à la catastrophe. Mais j'espère que cette catastrophe vous enivrera au coin de la lune le plus vite possible et que nous partirons enivrés tous ensemble dans les mots d'Émile Zola. C'est bien ça? Absolument. Avec Marion Lamer.